Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons poursuivre notre découverte des préférences. Alors, il est indispensable de bien connaître toutes ces préférences, aussi nous prenons notre temps pour aller dans le détail et bien expliquer les choses. Alors, je vais dans les préférences, édition préférences, et nous en étions aux performances dans le dernier tuto dans lequel nous avons également parlé de la gestion des fichiers et d'exporter. Nous abordons maintenant les disques de travail. Alors ça, c'est également un onglet qui est important au niveau des performances de Photoshop. Comme je le répète souvent, Photoshop est un gros consommateur de ressources. La mémoire vive ne lui suffit pas, il faut également de l'espace sur les disques de travail pour de la mémoire tampon. Alors j'ai affecté un disque qui s'appelle S, qui est un disque SSD, donc très rapide. Si vous avez des disques SSD, privilégiez-les pour en faire de la mémoire tampon pour Photoshop. On peut en mettre plusieurs. Là j'ai envie de rajouter F, qui est très peu utilisé dans mon workflow, et il a encore beaucoup d'espace. Alors ne vous inquiétez pas, l'espace qui est utilisé par Photoshop pour sa mémoire tampon sera libéré totalement à la fermeture de Photoshop. Alors il est déconseillé d'utiliser le disque C, qui est le disque système. Pourquoi? Parce que Windows en a énormément besoin, donc il est préférable de le laisser pour le système d'exploitation. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ces disques de travail. Passons à l'onglet suivant, c'est les curseurs. Alors le premier groupe de paramètres qui est à gauche, vous voyez, il y a 3 groupes de gauche à droite. Le premier groupe concerne les pointeurs des outils de dessin. C'est notamment le pinceau et d'autres outils qui vous permettent de faire du dessin. Donc ça concerne plusieurs outils, vous l'avez compris. Alors on peut définir le type de pointe standard, il y a un petit pinceau au bout de votre tracé, précis, vous avez une petite cible au bout de votre tracé, pour être plus précis dans le choix de votre tracé, plutôt dans le choix de l'endroit où vous allez effectuer un tracé, la pointe standard, avec un rond au bout. Alors moi je vais rester sur le standard. Vous avez un autre paramètre, c'est la taille réelle de la pointe. Alors si on le coche, voilà, vous allez avoir la notion de dureté. Alors je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc je fais OK, je vais prendre le pinceau, voilà, on va l'identiel pour que ce soit plus visible, un pinceau noir, voilà. Et vous voyez au bout donc, j'ai la taille réelle de la pointe, c'est sa dureté en fait qui s'affiche. Alors je vous montre, vous connaissez le raccourci clavier, je vous l'avais déjà indiqué, Alt, clic droit enfoncé. Si je vais de gauche à droite, ça agit sur la taille du pinceau, et de haut en bas, ça agit sur la dureté. Alors là, on va mettre une dureté à 100%. Voilà. Et vous voyez, le contour du cercle est beaucoup plus net. Si je mets une dureté à 0, vous voyez, le contour du cercle est flouté, il n'est pas net en fait. Ça indique une dureté un petit peu différente. Et vous voyez, plus j'augmente la dureté, plus mon cercle devient net. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est très utile. Je reviens dans mes préférences, curseur, affichage du réticule de la pointe. Alors vous voyez, quand je l'active, il y a un petit plus au bout. Voilà, ça affiche le réticule pendant mon tracé, ce qui permet d'être peut-être plus précis. Je vais l'activer. Afficher seulement le réticule pendant la peinture. Alors donc là c'est assez clair, hein. Ça veut dire que
le réticule ne va pas s'afficher à l'arrêt du pinceau, mais va s'afficher pendant que vous peignez. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez. Alors, comme j'avais activé le réticule précédent, on va faire autrement pour mieux vous montrer. Voilà. Je n'affiche pas le réticule de la pointe et je l'affiche seulement pendant que je peins. Alors, regardez. Là, le pinceau est à l'arrêt, il n'y a pas de réticule. Et là, je peins, le réticule s'affiche. Pourquoi pas? Je vais laisser cette option. Je reviens. Autre option. Alors, si vous utilisez le lissage, vous pourrez voir apparaître la laisse pendant que vous peignez. Et en bas, vous pouvez définir la couleur de la laisse du pinceau. Là, c'est un espèce de rose magenta, je vais le laisser comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'active l'option. Voilà. Je vais activer le lissage qui est à 0, là. Si on le met à 0, on verra pas grand-chose, évidemment. Et vous voyez, pendant que je peins, j'ai mon réticule qui s'affiche comme je l'ai demandé, et j'ai également la laisse qui traîne derrière, qui m'indique que je suis en lissage. Voilà. Alors, je précise que modifier la couleur de la laisse, c'est utile quand vous peignez dans la même couleur que la laisse. Par exemple, si je peins dans un rose mauve, je ne verrai pas la laisse. Et là, il suffira de lui changer sa couleur avec, en mettant blanc là par exemple. Et là, si je peins en rose, je verrai ma laisse. Vous voyez que c'est quand même utile. Beaucoup d'options sont très bien pensées. Alors, le groupe suivant, autre curseur, alors là, ça concerne la pipette. Vous avez deux types d'affichage, standard ou bien précis. Ce sont des radioboutons exclusifs. Précis, vous avez une cible, et standard, vous avez une pipette. On va rester sur la pipette. C'est plus parlant d'avoir une pipette quand on prend l'outil de pipette, à mon avis. Et dernier groupe, c'est l'aperçu du pinceau. En fait, c'est la couleur de l'aperçu du pinceau. Alors là, il est rouge, je vous montre. Alors, je vais vous montrer d'abord avant de le changer. Voilà. Si je fais le raccourci Alt-clic, vous voyez que l'aperçu est rouge. D'accord? Alors, je peux le changer de couleur. Voilà, on peut le mettre bleu, par exemple. Et maintenant, si je fais Alt-clic, l'aperçu est bleu. À vous de choisir. Moi, je trouve que le rouge, ça fait un peu plus aperçu d'un outil, mais bon, c'est des vieilles habitudes, je pense. Alors, je crois que pour Mac, le raccourci, c'est pas Alt-clic droit. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est commande Alt-clic gauche. Voilà, nous allons passer à l'onglet suivant, la transparence et les couleurs non imprimables. Donc, deux groupes d'options. Un groupe concerne la transparence. Donc, le choix de la grille de transparence, vous l'avez sur la droite. C'est un espèce de damier noir et blanc et gris. Alors, on peut la choisir sans rien, c'est-à-dire blanche. Ça, c'est pas trop conseillé parce qu'on peut confondre avec une feuille blanche, dense, avec beaucoup de carreaux, moyenne, ou bien espacée. Alors, on va laisser sur moyenne, c'est pas mal. Et la couleur, claire, moyenne, alors il y a plein de couleurs possibles, hein. Orange, vert, bleu, violet, ou bien personnalisé. J'ai envie de la laisser rouge, ça changera un petit peu. Non, plutôt bleu, voilà. On va la mettre bleue. Autrement, je peux personnaliser chacune des couleurs claires et foncées. Alors, deuxième groupe, il concerne les couleurs non imprimables qu'on peut mettre en évidence avec une couleur et une opacité. Alors, je vais vous montrer où ça se trouve. Ça se trouve dans Affichage, couleurs non imprimables. Sur cette photo, il n'y a pas de couleurs non imprimables, bien que ce soit difficile à voir car c'est en gris.
la mise en évidence. Voilà, si je regarde sur celle-ci, je n'en vois pas non plus. Alors ça veut dire tout ça, parce que sur celle-ci je sais qu'il y en a, ça veut dire tout ça que la couleur n'est pas pertinente et qu'on la voit pas. Cette espèce de gris bleu clair, c'est pas génial pour la mise en évidence. Il vaut mieux prendre une couleur plus foncée, plus forte. On va prendre un bleu foncé carrément, avec une opacité de 100%. Et là, je recherche les couleurs non imprimables, et vous voyez, la robe d'un rouge non imprimable est devenue bleue. Je vous montre avant, après. J'ai aussi un rouge dans les drapeaux là qui n'est pas imprimable. Voilà. Donc cette information est utile si vous imprimez vous-même vos photos. Je reviens dans mes préférences. Nous allons passer à l'onglet suivant qui concerne les unités et les règles. Alors dans cet onglet, c'est très simple. Vous avez un groupe unités. Il suffit de choisir vos unités pour les règles, notamment centimètres, pixels, pouces, points, etc. Vous avez le choix. Pour ma part, je préfère centimètres. Vous voyez, j'ai affiché mes règles. En haut et sur le côté, elles sont en centimètres. Pour moi, c'est plus pratique. Mais chacun fait comme il veut. Et le texte, soit en pixels, soit en points, soit en millimètres. On a plus l'habitude d'afficher du texte en points. On se rend mieux compte ce que donne la taille de police en points, c'est une question d'habitude, donc pas de souci. Je laisse en points. À droite, un groupe qui concerne les résolutions prédéfinies pour les nouveaux documents. La résolution d'impression est de 300 pixels par pouce. Alors vous avez deux possibilités, pixels par centimètre ou pixels par pouce. On a plutôt l'habitude d'exprimer la résolution en pixels par pouce. Donc je laisse pixels par pouce. Et effectivement, pour l'impression, la bonne valeur, c'est bien 300. La résolution d'écran, alors c'est également en pixels par pouce ou en pixels par centimètre. Je vais garder pixels par pouce. Et par défaut, c'est 72 pixels par pouce. Alors ça, c'est la résolution conseillée pour n'importe quel type d'écran, mais pour votre écran, vous pouvez rechercher la résolution, la vraie résolution de votre écran, à l'aide d'un petit programme qu'on trouve sur le net que je vais vous indiquer. Alors, voilà, ce site s'appelle toutcalculer.com. C'est un graphiste qui s'appelle Emmanuel Correia qui l'indiquait sur Internet. Donc je suis allé voir et effectivement c'est vraiment pratique. Il n'y a pas que pour l'informatique qu'il y a des méthodes de calcul. Alors là, il suffit d'indiquer la diagonale de votre écran. Moi j'ai un 24 pouces. Sa résolution horizontale et sa résolution verticale. Pour ma part, je suis en 1920 par 1200. Et le type d'appareil, ordinateur, et vous cliquez sur tout calculer. Voilà. Et ici, dans les résultats, vous avez la résolution 94 points par pouce. Fort de cette valeur, je retourne dans mes préférences et j'indique 94, non pas points par pouce, mais pixels par pouce. Alors, je vais vous montrer un exemple qui montre l'intérêt de cette possibilité d'avoir sa résolution d'écran réelle. Je fais OK et je fais sur ce document, sur cette photo, affichage, taille d'impression. Voilà. Et là, j'ai la taille réelle d'impression de mon document en fonction de la résolution de mon écran. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Alors, pour l'avoir en plein écran, il faut faire F, 2 fois. Voilà. Revenons à nos préférences adorées.
édition, préférences, unités et règles. Alors, pour les paramètres qui se trouvent en dessous, le groupe équivalence.pika, il y a deux possibilités avec un radio-bouton exclusif. Alors là, c'est des valeurs qu'il faut voir auprès de votre laboratoire d'impression. C'est à lui de vous donner les valeurs qui lui sont indispensables pour l'impression. Donc, rapprochez-vous de votre laboratoire. Et puis, le dernier groupe, colonne. Alors ça, c'est intéressant pour l'exportation de votre document dans InDesign. Alors moi, je n'ai pas InDesign, je peux pas vous montrer. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'en ai compris de ces paramètres. Voilà, on va fixer la largeur des colonnes. Je vais choisir centimètres comme unité et je vais mettre 4 cm par colonne. Voilà. Et la taille des gouttières, on va la laisser comme ça en 12 points. Voilà, je valide par OK. Alors, je vais modifier la taille de l'image. Image, taille de l'image. Je vais la mettre en 12 cm. Voilà, et la hauteur va être calculée proportionnellement. Je fais OK. Voilà. Maintenant, si je veux l'exprimer en colonne, pour exportation dans InDesign, je reviens sur Image, taille de l'image, et là je vais lui dire que l'unité c'est la colonne, et que mon image occupe 3 colonnes. 3 colonnes de 4 cm, pardon, ça fait bien 12 cm. Voilà. Je peux pas vous montrer dans InDesign, mais vous avez dû comprendre le principe. Revenons à nos préférences. Nous avons terminé avec l'onglet Unités et règles. Passons à l'onglet suivant, Repères, grilles et tranches. Alors ici, on trouve beaucoup de couleurs, donc ça correspond à ce qu'on veut faire dans cet onglet. Tout d'abord les repères, un groupe important, les repères dans la zone de travail. Alors, par défaut, c'est cyan, et leur forme, c'est une ligne continue. On peut choisir d'autres couleurs, on peut même les personnaliser. Pour le plan de travail, par défaut, c'est bleu clair, avec une ligne continue. Alors, si vous avez plusieurs plans de travail, vous pouvez ou non afficher les repères du plan de travail qui est inactif. Alors, par défaut, c'est en rouge et en ligne discontinue. On va laisser comme ça. Et pour les repères commentés, vous savez qu'il peut y avoir des commentaires sur les repères, on va choisir la couleur par défaut, on va laisser tout par défaut en fait, le magenta. Et sur la droite, vous avez la possibilité, vous voyez, de personnaliser tous ces paramètres. Alors, on va regarder comment ça se passe sur le plan de travail. Je vais définir un document avec plusieurs plans de travail. Voilà donc un document avec 2 plans de travail, le plan de travail 2 et le plan de travail 3. Le plan de travail actif, c'est le plan de travail 2, vous voyez, il est en surbrillance. Je vais fixer les repères. Voilà, je vais en mettre 2 comme ça. Donc ces repères sont horizontaux et ils sont bleus parce que le plan de travail est actif. Sur le plan de travail 3, je vais fixer 2 repères également. Donc je l'active et je fixe 2 repères. Et là ils sont bleus parce que c'est le plan de travail actif. Et sur le plan de travail 2, vous voyez les repères sont en rouge pointillé. C'est bien ce que j'avais demandé. Si j'active le plan de travail 2, eh bien c'est l'inverse. Donc ça fonctionne très bien. Vous comprenez peut-être mieux maintenant l'intérêt d'avoir ce type de repères colorisés de manière différente. Revenons à nos préférences. Voilà. Repères grille et tranche. Donc pour le premier groupe c'est OK. Pour la grille,
vous pouvez personnaliser la grille, choisir des couleurs pour cette grille. Alors on va peut-être la mettre en bleu moyen. On va fixer un pas en pixels, ce sera plus lisible pour ce que je vais vous montrer. Alors 100 pixels par exemple, voilà, et on va lui adjoindre 2 subdivisions. On valide, je vais faire un nouveau document, voilà, de 1000 pixels sur 1000 pixels, avec un fond blanc. Et là, si j'affiche la grille, voilà, elle est bien en bleu, ça change un peu du noir, et vous voyez, j'ai bien des carreaux de 100 pixels, pardon, donc j'en ai 10, ça fait bien 1000 pixels, et par carreau, j'ai 2 subdivisions, donc c'est vraiment ce que j'ai demandé. Voilà qui permet de mieux comprendre l'intérêt de ce paramètre. Je reviens dans mes préférences, voilà pour la grille c'est bon. Les tranches, on va choisir la couleur du trait et afficher ou pas les numéros de tranche. Ça c'est plutôt pour les web designers. En retouche photo, on ne se sert pas de cette fonctionnalité de tranche. Mais donc sachez que vous pouvez la paramétrer. En ce qui concerne le groupe suivant, le tracé, donc il s'agit là des tracés vectoriels, par défaut c'est bleu, pourquoi pas, ça ressort bien en général sur n'importe quelle couleur, et vous pouvez fixer l'épaisseur. 1 pixel, vous verrez si ça suffit ou pas. Ça c'est quand vous utilisez l'outil plume pour faire un tracé par exemple. En ce qui concerne le dernier groupe, contrôle, on peut définir la couleur du contrôle, mais je suis incapable de vous montrer ce que c'est, pour la bonne raison que je ne comprends pas à quoi ça correspond. J'ai essayé de regarder dans l'aide, j'ai pas trouvé, donc si vous avez peut-être des informations sur ce paramètre, n'hésitez pas à m'en faire part à travers mon forum sur mon site Vive la photo. Voilà, nous allons arrêter là ce tutoriel. On a vu beaucoup d'onglets, on a vu les disques de travail, les curseurs, la transparence et les couleurs non imprimables, les unités et les règles, et les repères gris et tranches. Nous allons poursuivre la découverte des préférences dans un dernier tutoriel qui va concerner ce sujet. Ce sera donc le chapitre 8. Je vous donne donc rendez-vous dans ce nouveau chapitre à ne pas manquer. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel. J'espère qu'il vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces préférences de Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.